Les pères fondateurs de l'Église de Réveil du Congo, ERC, ont été reçus par les conseillers spéciaux du président de la République en la personne de M. l'abbé Théo Chilumba, chargé de questions religieuses, pour lui annoncer officiellement la déchéance de Dodo Kamba suite au mécontentement lié à sa gestion, considéré à ce jour comme ancien représentant légal de l'ERC. Cette structure chrétienne a pour objectif de promouvoir l'unité au sein de la communauté évangélique afin de faire rayonner la parole de Dieu. Au sortir de l'audience, les pères spirituels de l'église de Réveil ont insisté sur le changement à la tête de l'ERC. Écoutez, nous, les pères, les fondateurs, formant la majorité des membres effectifs, nous sommes venus dire aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo de confirmer notre choix, notre décision, notre désignation de la nouvelle équipe. Et nous sommes venus confirmer ce qui a été dit, ce qui a été fait lors de notre récente déclaration, lui dire et lui montrer que nous nous attachons à notre désignation et au choix que nous avons porté sur la nouvelle équipe dirigée par le bishop évêque général Paul David Olangi. Prévu pour ce samedi 28 octobre, l'investiture de Paul-Joseph Olangi n'a plus eu lieu. Au palais du peuple, plusieurs hommes de Dieu se sont fait arrêter. Le pasteur Albert Kankienza Mwanambo, initiateur de cette structure, s'est indigné de cet acte contre le père de l'église de Réveil. Ce matin, nous devrions faire cette manifestation à l'esplanade du palais du peuple. On nous a interdit l'accès. On a arrêté quelques pasteurs. On a arrêté nos effets comme des bandits, comme des mercenaires. Nous exigeons, au nom de tous les fondateurs, des excuses de la part du président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas nous traiter comme des bandits, comme des vulgaires messieurs. Nous sommes des hommes respectables dans cette nation et nous ne méritons pas ce genre de traitement. Et nous demandons au président de l'Assemblée nationale de présenter des excuses à tous les pères de l'église de Réveil et à toutes nos églises. Soulignons que, pour sa part, le pasteur Dodo Kamba conteste la régularité de sa destitution et se considère toujours comme le président légitime de l'ERC, ce qui risque de créer une nouvelle dissension au sein de l'église de Réveil en République démocratique du Congo. Arrivé en compagnie de la première dame Denise Nyakeru à Brazzaville, capitale du Congo d'en face, Félix Tshisekedi, plus engagé que jamais à traduire ses pensées au public, a évoqué le contraste entre la tenue d'un tel sommet sur la conservation des forêts et le sabotage en cours dans le parc de Virunga, l'un des plus vieux parcs au monde situé dans l'est de son pays, par un frère africain, le Rwanda. La conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. Il vaut mieux attendre voir le contenu qui sera mis dans tous ces beaux discours après ce sommet où Félix Tshisekedi a fustigé l'hypocrisie et l'irresponsabilité entre Africains vis-à-vis de partenaires occidentaux. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Ce sommet clôturé samedi dernier
concernaient les bassins de l'Amazonie, Bornéo, Mekong et le Congo, qui sont considérés comme les poumons de la planète. Ces assises ont servi donc de cadre de débat sur la gouvernance des écosystèmes forestiers face au changement climatique progressif et inquiétant dans le monde actuel. Voilà pour ce premier tableau qui nous dresse un peu le programme de... Les 9e Jeux de la francophonie qui se sont déroulés à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023 continuent de faire couler beaucoup d'encre. Alors que le budget initial était estimé à 48 millions de dollars, il a explosé pour atteindre 324 millions de dollars selon les informations relayées samedi par Nicolas Kazadi, ministre des Finances de la RDC. Le budget des opérations est passé de 12 à 78 millions de dollars, tandis que les dépenses en investissement sont passées de 36 à 246 millions de dollars. Le temps nécessaire pour organiser ces Jeux est passé, lui, de quelques mois à environ 3 ans, a déclaré le numéro 1 des finances en affirmant qu'il y avait eu beaucoup d'erreurs de planification de gestion dans le chef du comité d'organisation de ces Jeux. Nicolas Kazadi a particulièrement dénoncé les actions du directeur national des Jeux qui auraient augmenté à sa guise des rubriques et le budget sans l'approbation du comité de pilotage des Jeux. Cette situation a créé des difficultés énormes financières. Le président du comité national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja Ngembo, a réagi à ces allégations, affirmant que la gestion de l'organisation des Jeux avait été rigoureuse, transparente et judicieuse. Toutes les opérations financières, a-t-il souligné, se sont déroulées sous la supervision de l'Inspection générale des finances IGF. Isidore Kwanja a également contesté les informations selon lesquelles les Jeux auraient coûté 324 millions de dollars en précisant que le budget initial approuvé par le comité de pilotage et l'Organisation internationale de la francophonie OIF s'élevait seulement à 66,9 millions d'euros, un montant qui n'a pas encore été intégralement versé. Entre-temps, le scandale est consommé autour de ces Jeux qui ont ravi tout le monde pourtant, mais avec ce bémol sur des frais exorbitants, c'est le malheur des Congolais. Affaire à suivre. 6 agents mis à la retraite depuis 2005 affirment n'avoir jamais reçu la totalité de leurs indemnités de sortie, bien qu'ils continuent de percevoir chaque fin de mois leur pension de retraite. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 ans, ils ne touchent plus leur argent. C'est pourquoi ils ont manifesté leur mécontentement une fois de plus devant le ministère des Finances. Selon ces derniers, les ministres de Finances, Nicolas Kazadi, serait à la base du non-paiement de leurs arriérés, une attitude qu'ils qualifient de mauvaise foi. C'est la énième fois que nous venons. Et s'ils sont venus aujourd'hui, nous voulons montrer au président de la République que le ministre des Finances qu'il a mis ici ne respecte pas les droits. Il ne respecte pas la loi qui nous régit. Nous avons signé un protocole d'accord avec le gouvernement par le biais du ministère des Finances. Le vendredi, nous étions ici. Nous avons rencontré son directeur de cabinet qui nous dit que le ministre des Finances s'en fout des protocoles d'accord que nous avons signés. Alors, est-ce qu'il est homme d'État ou il n'est pas homme d'État? Parce qu'aujourd'hui, nous avons 39 mois d'impayés au regard de ces protocoles d'accord que nous avons signés. De ces 39 mois, 17 mois sont à la charge de M. l'Excellence, M. le ministre Kazadi. 17 mois successifs sans nous payer. Avec ça, vous allez dire qu'il aide le président de la République de faire affamer le peuple congolais qui ont droit. Et la part qui nous revient, nous apprenons qu'ils payent d'autres personnes. Par exemple, ce que nous réclamons ici. Ces agents promettent de continuer à manifester si leurs desiderata ne sont pas pris en compte. C'est un dossier explosif qui éclabousse le portefeuille congolais à travers l'une des plus grandes parmi les entreprises de la RDC, à savoir la Gécamine. La Gécamine n'a pas fini d'être cannibalisée par non seulement des multinationales étrangères qui se nourrissent de son patrimoine bazardé et bradé, mais aussi et surtout par des Congolais qui s'enrichissent au détriment du trésor public. Venons dénoncer le détournement sans cœur d'Ine d'Ali Baba et les 40 voleurs de plus de 10 millions de dollars américains orchestrés en l'espace de 3 mois seulement par
le président du conseil d'administration de la GECAMIN, Lukama Kunzi Guy Robert et toute sa bande, constituée d'une vingtaine de personnes, montant perçu auprès de la société immobilière du Congo, Simco, actionnaire de la GECAMIN dans la jointe voiture sino-congolaise. Tout est parti d'un rapport de mission de l'inspection générale des finances IGF qui a dénoté des prélèvements des fonds opérés d'octobre à décembre 2022 au niveau de certains mandataires de la Simco, société immobilière du Congo, qui est une filiale de la GECAMIN en partenariat avec la société minière de Kisenge Manganese. Ces prélèvements effectués en faveur de certains mandataires et cadres de la société, 27 personnes au total, dont l'actuel directeur général, le président de l'intersyndicale, le PCA, se chiffre à 10 156 754 $ américains. 1. La démission immédiate de Lukama Kunzi Guy Robert et Mouine Kabiena Léon, le premier sur la liste, ainsi que leurs compagnons de crimes financiers. 2. À la justice de se saisir du dossier transmis par l'IGF dans un bref délai pour que ces malfrats répondent de leurs actes ignobles. Cette somme astronomique, fort malheureusement, ne trouve aucune justification valable pour la comptabilité de la société. De toute apparence, il s'agit bel et bien d'un énième détournement opéré au sein de la boîte par des privilégiés que l'IGF a surpris après un audit réalisé un an après. Conséquence immédiate. Partout, le torchon brûle. À Kinshasa, des centaines d'agents mis à la retraite forcée et normale attendent depuis près de 10 ans l'heure des comptes finales et fonds de retraite pendant Kalumbashi, Likasi, Kipushi, Kambov, Kolosi, pratiquement dans tout le sud du pays, des agents actifs avec leurs familles, souffrant d'arriérés et de retard de salaire, sont en fureur sur la place publique et en veulent ouvertement à leurs dirigeants. La GECAMIN ne nous paye pas. Nous réclamons nos droits. Le chef de l'État est un père pour tous. En tout cas, on est fatigué de tout ça. Dans le temps, on allait à l'école, on mangeait, on avait tout. Avec la GECAMIN aujourd'hui, c'est difficile. Nos parents n'ont pas d'argent, on ne sait pas payer nos études. On en a assez. Il faut vraiment que le gouvernement, les autorités fassent quelque chose parce que nous, on n'en peut plus. On n'en peut plus, nous les jeunes ici, on n'en peut plus. C'en est trop des détournements qui se multiplient et se succèdent dans le pays. Toutes ces manifestations sociales sont l'expression pure et simple d'un véritable malaise face à la mauvaise gouvernance qui s'amplifie au fur et à mesure que les années avancent. Espérons que des dispositions et sanctions seront engagées pour établir l'ordre de la paix sociale. Vive la nation congolaise et vive la GECAMIN, et nous ne lâcherons pas. Nous continuerons jusqu'à la démission de ces gens sans cœur. C'était une occasion pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'évaluer l'action gouvernementale pour la promotion de la vraie classe moyenne en République démocratique du Congo. Dans un chapiteau de la cité de l'Union africaine plein comme un œuf, quelques entrepreneurs, parmi lesquels des millionnaires en dollars américains, ont fait des témoignages sur les soutiens et l'accompagnement reçus des structures publiques qui travaillent dans leur secteur. Prenant la parole, le chef de l'État a émis le vœu de veiller sur l'accompagnement du gouvernement pour les jeunes entrepreneurs. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, je crois que vraiment aujourd'hui j'ai eu ma dose de bonheur, je peux le dire. Ça a commencé à la NADEC tout à l'heure, lorsque j'ai vu ces entrepreneurs congolais, des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap, j'ai compris vraiment que nous n'avons pas travaillé en vain et qu'il y a vraiment un espoir dans notre pays et que surtout que j'ai eu raison de croire dans l'entrepreneuriat congolais. Votre victoire sera celle de la République démocratique du Congo et c'est ça mon rêve. Je serai heureux de quitter la présidence de la République et de regarder mon pays progresser parce que j'aurai contribué à travers vous à
faire progresser ce pays. Je crois en vous et c'est pourquoi j'ai entendu vos conseils, j'ai entendu vos réclamations, vos remarques. Je vais y travailler pour que nous nous habituions à consommer congolais, pour que nous nous habituions à promouvoir les produits congolais et que nous nous habituions à protéger la production congolaise. Peu avant cette rencontre, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait procédé dans la commune de Limete à l'inauguration de la première maison de l'entrepreneuriat et innovation. Ce même lundi, un groupe de millionnaires congolais lui a été présenté. La Cour constitutionnelle s'est réunie le lundi 30 octobre 2023 pour statuer sur la requête de Noël Tchani contre la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle prévue pour le 20 décembre 2023. La Cour a déclaré cette requête recevable mais non fondée. Noël Tchani avait soulevé deux inquiétudes concernant la nationalité de Moïse Katumbi, affirmant que ce dernier détenait une autre nationalité que la congolaise au moment où il avait obtenu son certificat de nationalité. Pour étayer sa position, Tchani a cité de faits antérieurs où Moïse Katumbi aurait utilisé des passeports étrangers pour voyager dans d'autres pays, notamment lorsque son passeport congolais avait été confisqué en 2017. La Cour constitutionnelle a tranché en faveur de Moïse Katumbi, déclarant la requête de Noël Tchani recevable mais non fondée. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable mais non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, aux requérants, aux partis politiques Ensemble pour la République, au candidat contesté ou à son mandataire et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Il y avait aussi une autre requête déposée par un certain Tivwadi Mansanoa. L'auteur de cette requête soulevait deux questions concernant, selon lui, un contentieux professionnel qui impliquerait le candidat Katumbi. Cette requête a été déclarée irrecevable. Une autre requête jugée recevable mais non fondée est celle de Seth Kikouni, initiée contre Félix Tshisekedi, arguant que lors de la présidentielle de 2018, ce dernier s'était présenté sous Tshisekedi Tshilombo Félix, alors qu'en 2023, il se présente sous Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. La liste deux autres candidats ont été repêchés. Au lieu de 24 candidats retenus, la Cour constitutionnelle a retenu 26 candidats pour la présidentielle du 20 décembre 2023. Après Macintosh, l'Organisation internationale de la francophonie a débuté sa mission d'audit à Kinshasa le lundi 30 octobre 2023. Dirigée par la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie, Madame Zeina Mina, cette mission survient dans un climat malsain marqué par les récentes déclarations du ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi, qui a affirmé publiquement des malversations sur le budget global alloué à la réalisation de ces Jeux de Kinshasa. Le ministre des Finances avait précisé que le budget des opérations avait grimpé de 12 à 78 millions de dollars, tandis que les dépenses liées aux infrastructures avaient explosé, passant de 36 à 246 millions de dollars. De plus, la période de préparation pour ces Jeux s'était étendue de quelques mois à environ 3 ans, révélant ainsi des erreurs de planification et de gestion. Cependant, la direction du Comité national des Jeux de la francophonie a vigoureusement réagi aux déclarations du ministre des Finances. Selon le comité national, le ministre Nicolas Kazadi, en tant que membre et vice-président du comité de pilotage des Jeux de la francophonie, était pleinement conscient du budget alloué à l'organisation, distinct du budget destiné aux infrastructures. Pour la procédure de décaissement, le comité national détaille que ce budget avait été élaboré en collaboration avec le comité international des Jeux de la francophonie, adopté par le gouvernement congolais via le comité de pilotage des Jeux, en présence du ministre des Finances, avant d'être entériné par le Conseil permanent de la francophonie. Le budget validé par le comité de pilotage pour l'organisation des Jeux s'élevait à 66,9 millions d'euros, un montant qui avait été approuvé par l'Organisation internationale de la francophonie. La direction du comité national des Jeux a également mis en lumière le fait que le ministère des Finances n'avait pas encore versé la totalité de cette somme, entraînant des créances impayées. La
direction du comité national a mentionné en plus que la gestion des dépenses avait fait l'objet d'une surveillance attentive de la brigade financière de l'IGF qui avait rendu un rapport à ce sujet lors d'une communication conjointe. Conclusion, la confusion découlant des déclarations du ministre des Finances résulterait de la confusion entre les fonds alloués à l'organisation des Jeux et ceux destinés à la construction des infrastructures, volets budgétaires ne relevant pas de la compétence du Comité national des Jeux de la francophonie, mais plutôt des ministères des infrastructures, travaux publics et des finances qui sont responsables du financement, de la construction, de la réhabilitation et de l'aménagement des infrastructures. En outre, la direction du Comité national des Jeux a suggéré que ces deux ministères seraient mieux placés pour expliquer l'affectation des 324 millions de dollars que le ministre Kazadi aurait déboursés pour les Jeux. Vive la francophonie! Le site artisanal de Binza Météo situé dans la commune d'Ngalima est en danger. Les artistes et artisans dits menuisiers ont été surpris ce mercredi 1er novembre 2023 par une sommation de déguerpissement datée du 30 octobre de l'année en cours sans être au préalable préavisés. Pour manifester leur mécontentement, ils ont pris d'assaut cet avant-midi la route de Matadi, brûlant de pneus et scandant de chants. Un officier de la police de Mbata de Delvaux est arrivé sur place pour calmer les esprits, mais en vain. En croire le président de l'association des artistes et artisans de Binza AAAB, Kaouba Ngalapa, ce site est considéré comme une université qui milite pour l'apprentissage de métiers aux jeunes désœuvrés et aux anciens Koulouna pour le rendre utile dans la société. Ces sites méritent d'être préservés comme tels. On nous a envoyé un document provenant du parquet pour les déguerpissements. Donc c'est-à-dire à tout moment on peut nous déguerpir. C'est la raison pour laquelle on est en train de revendiquer. Comme le site appartient à l'État, ici la première chose c'est quoi? C'est un centre de formation. Nous formons des enfants désœuvrés. Je pense que vous êtes une chaîne. Hein? La chaîne se trouve ici en Ngaliema. Ces derniers temps, il y a un phénomène. C'est les Koulouna, les enfants font n'importe quoi. Ici, nous formons tout le monde. Les Koulouna, les enfants désœuvrés, ils viennent ici, ils apprennent le métier. Quelque temps, ils deviennent utiles pour la société. C'est la raison pour laquelle nous avons intérêt de revendiquer. Ce que nous demandons d'abord à l'État, c'est quoi? L'État doit nous soutenir. Parce que le travail que nous faisons ici, sans subvention, même pas une aide, même pas un don. C'est-à-dire qu'il y a des maîtres formateurs qui forment les enfants désœuvrés, qui forment les apprenants, sans pour autant que l'État puisse intervenir. Alors ça sera aussi malhonnête, ça ne sera pas bien qu'à tout moment, qu'on puisse nous déranger, à tout moment des documents, qu'on puisse nous chasser, qu'un site, peut-être un centre, soit remplacé, par exemple, par les maisons d'habitation. C'est pratiquement impossible. En dehors de ça aussi, quand vous regardez, vous trouverez les hangars au XXIe siècle. Quel jour que nous deviendrons des millionnaires? Parce que le président a bien souligné que les artisans deviendront des millionnaires. Et alors nous allons devenir des millionnaires quel jour? Moi, ce que je demanderai au président de la République, c'est très simple. Quand on parle d'un site de la menuiserie au Congo, il faut compter aussi Météo. Météo, c'est un site très important. C'est un site connu de tous. Ce que nous demanderons au service de l'État, chaque fois quand il y a un événement, qu'on puisse inviter aussi Météo. Nous étions victimes d'un incendie. Aujourd'hui, nous avons, voire même le numéro DTO. Le numéro DTO qui se trouve au ministère des Finances. Mais nous ne sommes pas servis. Mais il y a des fois, je pose la question, quel péché que les artistes et artisans de Météo, le péché, je dis bien au pluriel, le péché que les artistes et artisans de Météo ont commis. Ces artistes ne cessent de se plaindre car ils ne savent où aller. Surtout qu'ils essaient de se remettre de l'incendie dont ils ont été victimes il y a quelque temps.
Un accord autorisant les retours des opposants tchadiens en exil a été signé mardi 31 octobre 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, entre le gouvernement des Djamena et un parti d'opposition sous la facilitation du président congolais Félix Tshisekedi. Ceci est un pas de géant franchi dans le processus de réconciliation au Tchad. Cet accord conclu permettra le retour de la paix au Tchad, rassure l'opposant Success Masra. Être organisé, maintenant que nous avons signé l'accord, cet accord permet, un, de rentrer, deux, ça a été rappelé par le ministre de la Réconciliation tout à l'heure, d'exercer librement les activités politiques, trois, de permettre d'ici là à ce que nous puissions avancer sur le chemin de tout ce qui permettra l'amnistie. La mission de facilitation de la CEEAC pour le processus de paix au Tchad compte en ce qui concerne la mise en œuvre sur la bonne voie de parti et cet accord de principe signé en présence du facilitateur, le président congolais Félix Tshisekedi. Pour la partie gouvernementale tchadienne, il n'y a pas de conditions particulières dans la mise en œuvre de cet accord. Non seulement on est satisfait, mais nous avons surtout le souci de faire en sorte que l'unité, la paix revienne dans le pays et pour cela, il faut ouvrir grandes les portes du dialogue. Nous sommes d'autant plus satisfaits que ce processus est un processus important pour le peuple tchadien, de voir toutes les personnes qui ont quitté le Tchad des faits politiques puissent retrouver d'abord leur famille, retrouver leur vie politique. À noter que la mission de facilitation de la CEEAC a par ailleurs réitéré son engagement à accompagner le peuple tchadien pour la décrispation du climat politique en vue de l'organisation d'élections libres, transparentes et apaisées. Chers compatriotes, dans un discours rendu public le 1er novembre 2023, Moïse Katumbi Tchapoué, président d'Ensemble pour la République et candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023, a exprimé sa gratitude à l'égard de la population congolaise pour son soutien, tout en lui demandant de rester vigilante. Chers compatriotes, malgré tant de mensonges, d'intoxication, de diabolisation, de montage grossier et de manipulation à mon égard, vous avez continué à faire confiance en ma modeste personne. En dépit des intimidations, de menaces et de turbulences de tout genre, vous n'avez pas baissé le bras et vous avez milité avec détermination pour que la CENI et la Cour constitutionnelle travaillent dans le strict respect de nos lois lors de l'analyse et du traitement de dossiers de candidats à l'élection présidentielle. Je vous en remercie et vous exhorte à rester vigilants jusqu'à la publication de résultats qui seront la consécration de notre victoire tant attendue. L'opposant congolais a par ailleurs salué l'équité de la CENI et de la Cour constitutionnelle dans le traitement des candidatures à l'élection présidentielle et les exhorte à maintenir cette attitude. Malgré les faiblesses observées et plusieurs fois dénoncées, je tiens à saluer l'attitude de la CENI et la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. Je les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral en vue de redorer l'image de notre pays. Dans la même logique, Katumbi a aussi exprimé sa reconnaissance envers la communauté internationale pour son accompagnement dans ces processus électoraux dont les Congolais attendent une issue heureuse. Je tiens également à remercier la communauté internationale pour son appui et son accompagnement dans ce processus dont tous les Congolais attendent une issue heureuse et respectueuse de leur volonté pour un climat post-électoral apaisé. Moïse Katumbi a rendu hommage au porte-parole d'Ensemble, Chériban Okende, assassiné depuis 4 mois aujourd'hui.
Au total, 24 bourgmestres que compte la ville de Kinshasa sont préoccupés par la situation sécuritaire dans la capitale congolaise. Leur entretien avec le staff dirigeant de l'Assemblée nationale, avec à sa tête le président Mbosso Nkodia, a aussi tourné autour de leur rémunération et aussi de l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes à un moment de pré-campagne. Nous aussi, nous avions besoin de bourgmestres pour qu'on parle de la pré-campagne, avant d'entrer dans la campagne proprement dite. Mais les bourgmestres ont sollicité un rendez-vous que j'ai accordé immédiatement. Nous avons parlé des problèmes qui les concernent, eux au premier point. Ensuite, nous avons parlé de la sécurité dans la ville de Kinshasa. Et enfin, nous avons parlé de la politique, essentiellement de l'Union sacrée. Après cette rencontre, les bourgmestres espèrent à un début de soulagement. Il a pris le temps de nous écouter et il nous a prodigué beaucoup de conseils pour que nous puissions finir cette année en beauté. Nous sommes contents parce qu'il est la personne la mieux placée pour plaider notre cas et écouter nos doléances et la porter auprès du président de la République et aussi à l'Assemblée nationale. Requinqué par l'arrêt de la Cour constitutionnelle en sa faveur, Joëlle Billet est désormais prête pour l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Elle a eu gain de cause à cette haute cour qu'elle avait saisie contre la Commission électorale nationale indépendante qui avait refusé sa candidature pour manque de certains documents exigés. Déjà dans sa peau des candidates, Joëlle Billet s'estime heureuse d'avoir gagné cette bataille qui n'est qu'un prélude à ce qu'il attend. Elle a félicité la Cour constitutionnelle qui a dit le bon droit en sa faveur. Je me définis comme une femme heureuse de constater que l'état de droit dont on prône depuis quelque temps dans notre pays a réellement été démontré. Grâce à cet arrêt de la Cour constitutionnelle vers laquelle je me suis orientée pour obtenir un droit de recours. Et aujourd'hui, par le simple fait que j'ai été réhabilitée et que mon dossier peut être déposé à la CENI, je peux dire que je suis une femme heureuse, une candidate présidente heureuse. 48 heures après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, Joëlle Billet s'est rendue à la centrale électorale où elle a déposé sa candidature. Après réception de son dossier par la CENI, la candidate à la présidentielle de 2023 a livré ses impressions à la presse. Mes sentiments sont des sentiments bien entendu de joie. Mes sentiments sont aussi des sentiments de compassion et de sympathie vis-à-vis de mes compatriotes, parce que si je peux dire un mot aujourd'hui, c'est que pour la jeunesse par exemple, l'heure est arrivée de pouvoir rêver grand. Pour les femmes, je voudrais dire qu'il est aussi là l'occasion et l'opportunité de pouvoir pénétrer cette sphère politique qui n'a pas compris encore que la masculinité positive était un atout pour notre développement. Le train des élections est déjà en marche et tous les candidats se préparent à débuter leur campagne électorale le 19 novembre sur toute l'étendue de la RDC. À ces jours, on compte 26 candidats déclarés pour l'élection présidentielle du 20 décembre prochain, en attendant la liste définitive qui sera rendue publique le 18 novembre par la CENI. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Ces vieilles adages ne se vérifient pas toujours à Kinshasa. Chaque fois qu'il pleut abondamment, le spectacle est quasiment le même. Les Kinois subissent des inondations dans beaucoup de quartiers de la capitale. Les principales artères du quartier des affaires ont été baignées sous les eaux suite à la pluie de cet après-midi. Les automobilistes et les piétons ont eu du mal à circuler librement. On se croirait dans un lac artificiel, ici devant l'hôtel du gouvernement provincial. Un peu plus loin, sur l'avenue des Huileries, même constat, les eaux de pluie stagnent, créant ainsi des embouteillages. Les piétons sont obligés de se laisser transporter au dos, moyennant 1000 francs congolais pour traverser de l'autre côté. C'est un problème de canalisation d'eau, donc on n'a pas prévu vraiment des canalisations capables qui pourra permettre à l'eau de circuler. Donc ça bloque la route, on ne peut pas passer, ça monte jusque sur la chaussée. Donc c'est presque impossible de passer. Donc je pense que
on doit revoir sur les canalisations du centre-ville et de partout. Dadi Kabea est un automobiliste. Il pense que ces eaux de pluie stagnent parce que les caniveaux ne sont pas régulièrement curés. Il a dans la foulée lancé un appel au gouvernement provincial de Kinshasa pour éviter ceci dans l'avenir. Le problème est que il y a des embouteillages monstres à cause des eaux sur les artères. Les caniveaux sont bouchés au lieu que la voie soit libre pour faciliter le passage. Les chauffeurs fuient les eaux de pluie avec le piéton et ça crée les embouteillages. C'est pourquoi nous demandons au gouverneur d'envoyer les gens curer ces caniveaux pour que l'eau coule facilement. Avec la saison pluvieuse en cours, les Kinois ne sont pas au bout de leur peine. Les autorités devraient prendre des dispositions pour curer les caniveaux et éviter les inondations. Alexis Alenge, administrateur de Gemena, souligne que le programme de développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo évolue à grands pas. L'administrateur de ces territoires de la province du Sud, Ubangi, note l'évolution de plusieurs ouvrages en cours. Le programme a démarré au mois d'avril 2023 et jusque-là ça évolue comme vous le voyez. Nous sommes au niveau, on a terminé pratiquement le crépissage à l'intérieur. Il nous reste que le carrelage. Le carrelage avec les portes et les fenêtres, tout a été déjà fabriqué. Donc on attend d'un moment à l'autre. Au courant de la semaine prochaine, j'estime que l'entrepreneur va devoir déployer le matériel qui reste pour qu'on puisse terminer. Pour le territoire de Gemena, c'est 11 ouvrages. Nous avons 4 écoles, centres de santé, à peu près 7 centres de santé. À l'en croire, la population est satisfaite de la matérialisation de cette vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Je suis très ravi et satisfait par le fait que c'est la première fois que nous puissions avoir un président qui a un programme de développement à la base, d'abord à la base, et ensuite un programme uniformisé au niveau de tous les territoires. Nous sommes contents. Cela implique tout le monde. Comme moi, je suis chargé de faire le suivi technique, d'évaluation de l'évolution des travaux de PD 145 au niveau de mon territoire. Donc la population est d'accord avec le chef de l'État et la population pourra adhérer à la vision du chef de l'État. Rappelons que le programme de développement local des 145 territoires est une initiative du gouvernement de la République démocratique du Congo visant à améliorer les cadres de vie de populations rurales, redynamiser les économies locales et les cadres de vie de population. Si je suis prophète, je lève ma main devant l'église, devant le chef de confession religieuse, devant le serviteur de Dieu. Je déclare de la mission que l'Éternel m'a donnée, tous les ennemis de la vérité, tous les ennemis de l'église, tous les ennemis de l'église du réveil du Congo, dans les 50 jours qui viennent, que Dieu puisse les réduire en rien. Que la sorcellerie termine. Notre mission, c'est d'éradiquer les antivaleurs. Les alliances des ténèbres, c'est terminé. C'est le temps de la lumière. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps de la prospérité des églises et des pasteurs. C'est le temps de l'œuvre de la croix. J'engage le ciel. Que le Dieu créateur écoute ma prière. Tout celui qui pense dans sa tête que la mort des autres, la destruction des pasteurs, la destruction des églises,
qu'il tombe dans sa propre tombe dans les 50 jours qui viennent, qu'on ne parle plus de l'humiliation de l'Église, qu'on ne parle plus de la destruction de l'Église, car Dieu est Dieu. D'ici la fin du mois de novembre en cours, le projet de mise en concession des ports de Boma et Matadi sera mis en exécution. C'est ce qui ressort du contrat impliquant une firme française et l'État congolais. Seulement, ce projet inquiète l'intersyndicale nationale de l'ONATRA quant à l'avenir de ces entreprises et de son personnel qui risquerait de se retrouver au chômage. C'est ce qui a conduit le président de l'intersyndicale de l'ONATRA, Armand Ossassi, à effectuer une mission de sensibilisation de tous les agents et cadres à Boma pour dénoncer ce projet. Dans son discours de sensibilisation et d'éveil de conscience devant les travailleurs de Boma et Bas-Fleuve, Armand Ossassi a démontré le danger que l'entreprise court si rien n'est fait pour empêcher l'exécution de ce contrat. Aujourd'hui, le port de Boma, c'est presque quasi arrêté. Vous allez constater ensemble avec nous qu'il y a des navires au niveau des mouillages qui préfèrent aller faire Matadi. C'est inacceptable. Aussi, informer aux travailleurs des dangers que traverse cette société. Vous savez qu'il y a un contrat signé entre l'État congolais et le groupe des Français. Et ce contrat aujourd'hui, une fois exécuté, c'est vraiment la disparition pure et simple de l'ONATRA. Et nous ne pouvons pas accepter, en violation grave des articles 56, 57 de la Constitution. Les agents de l'ONATRA attendent voir ce qui va arriver après cette sensibilisation, espérant que leur cri d'alerte soit entendu pour sauvegarder les intérêts de leur entreprise. Toutefois, il convient que les initiateurs du projet arrivent à convaincre les agents et cadres de l'ONATRA sur le bien fondé de ces projets, s'il permettra de relancer cette grande entreprise qui peine à sortir de sa situation financière difficile, avec parfois quelques mois d'arriérés des salaires des agents. Le partenariat conclu par le gouvernement congolais et l'entreprise turque Milvest prévoit d'injecter une somme de 1,2 milliard de dollars américains pour la construction d'un nouvel aéroport international de Ndjili. En fait, bien que le financement de ce projet sera assuré à 100% par la société turque, en revanche, l'opinion publique en général et les agents de la RVA, Régie de voies aériennes en particulier, protestent contre ce mode de contrat dit de partenariat public-privé. Les agents syndicaux de la RVA sont mal à l'aise et s'interrogent si cela sera profitable au peuple congolais et si ça valait la peine. D'autant que certaines clauses du contrat engagent la société turque Milvest qui se propose de gérer l'aéroport international de Ndjili durant 29 ans. C'est cette durée, près de 3 décennies, qui les pousse à croire que leur sort est compromis par la faute des autorités congolaises. Mais à mal dans le sens où, quand il sera mis en exécution, et il va demander à ce que cette entreprise, c'est-à-dire la RVA, se désengage de tout son personnel. C'est une disposition que nous trouvons qu'il est en train de violer la constitution du pays. Mais pourquoi recourir à un contrat de partenariat public-privé? Le recours au partenariat public-privé permet à l'État en difficulté d'exécuter rapidement un programme d'investissement ou de relance, mais des années durant, rien n'a été fait, faute de bonne gouvernance et de manque de financement. Or, avec le financement de la société Milvest, qui détient presque toutes les parts, ces agents congolais qui ont signé des contrats à durée indéterminée avec la RVA entrevoient d'avance leur écartement alors qu'aucune prévision ne présage côté gouvernement des indemnités ou des fonds de retraite. Pour ce faire, ils injectent certaines autorités. Les agents RVA sont à la RVA de par un contrat de travail à durée indéterminée. Il y a des procédures pour que ces contrats-là soient résiliés. Mais ce n'est pas pour les cas dans ce contrat-là. Pour information, Milvest finance les travaux de construction non seulement du nouvel aéroport international de Ndjili. Pour information, Milvest finance les travaux de construction non seulement du nouvel aéroport international de Ndjili, mais aussi du centre financier et commercial de la Gombe, juste en face du ministère des Affaires étrangères, centre que Milvest se propose de gérer pendant 49 ans et l'aéroport durant 29 ans.